En 1974, la petite Marie-Dolores Rambla était assassinée. L'affaire tristement célèbre du pull-over rouge. 30 ans plus tard, son frère Jean-Baptiste Rambla est reconnu coupable du meurtre d'une femme en 2005. Hier victime, aujourd'hui coupable, c'est un cas exceptionnel dans les annales judiciaires. Il dit qu'il l'étrangle. Ensuite, comme il n'est pas sûr qu'elle soit morte à l'étranglement, il va lui mettre un sac en plastique pour qu'elle soit étouffée. L'empreinte du crime qui fait que le petit Rambla, adulte, passera à l'acte. Mais elle remonte à son enfance quand on enlève sa sœur. Je lui ai mis à ce moment-là la main sur l'épaule une dernière fois. Le couperet tombe. Vous sortez évidemment parce que le sang émerge de toutes parts. Pour Ranucci, il n'aurait jamais dû être condamné à mort. Et pour Rambla, eh bien, on ne sait pas pourquoi il a tué. Cela aurait pu être un crime ordinaire, si on peut dire. Ordinaire si le coupable n'avait pas été Jean-Baptiste Rambla, une victime, protagoniste d'un célèbre fait divers des années 70. Marseille, en février 2005. Dans le quartier de la Blancarde, une macabre découverte, celle d'un corps de femme brûlée et en décomposition. Il croupit dans un cabanon au fond du jardin de la compagne de Jean-Baptiste Rambla. C'est elle qui prévient la police. Ce cadavre est celui de Corinne Bale. Tout de suite, en fait, interpellé, Jean-Baptiste Rambla va avouer ce crime. Il dit qu'il l'étrangle. Ensuite, comme il n'est pas sûr qu'elle soit morte à l'étranglement, il va lui mettre un sac en plastique pour qu'elle soit étouffée. Il va lui mettre une espèce d'énorme sparadrap sur la bouche et sur le nez pour plus qu'elle respire. Donc, je veux dire, on pousse à la mort. Ensuite, il va se retrouver avec ce cadavre, il va le mettre dans la baignoire, il va lui mettre le feu pour essayer de faire disparaître le cadavre. Bien entendu, le cadavre ne disparaît pas. Bon. Et donc, à ce moment-là, il va la mettre dans un sac, il va la porter chez sa maîtresse en disant je mets au fond du jardin. Il raconte que c'est des histoires d'animaux nuisibles qu'il a tués et que ça va sentir très mauvais, mais c'est pas très grave. Et donc, ce cadavre va rester dans une espèce de débarras effroyable pendant tout l'été, tout un été. Bien entendu, la chaleur, en fait, tout ce qui se passe. Son amie ne supporte plus tout cela. Un beau jour, elle va voir, elle ouvre, et là, bien entendu, elle découvre un corps. Que s'est-il passé entre le jour où cette femme disparaît précipitamment de son domicile, en juillet 2004, et la découverte de son cadavre, 8 mois plus tard, au domicile de la compagne de Jean-Baptiste Rambla, la dernière personne à l'avoir contacté? Le jour de la disparition de Corinne Bedel, il va envoyer, lui, Jean-Baptiste Rambla, des SMS à son fils, au fils de Corinne Bedel, pour lui faire croire que sa mère est partie à Ibiza. Puis il lui en envoie un deuxième pour lui dire qu'elle est bien arrivée à Ibiza. Le compagnon de Corinne l'attend sur place. Mais les jours passent et Corinne n'apparaît pas. Là, c'est l'enfer. Parce que vous savez pas, moi je passe toutes mes nuits debout. Toutes les nuits sont debout. Je ne peux plus dormir, plus rien du tout, quoi. L'hypothèse de l'enlèvement n'est pas tout de suite envisagée par les enquêteurs. Et la police me dit, votre dame, elle a pété un câble, elle s'est barrée, voilà, c'est tout. Bon, après, tu te poses plein de questions, quoi. Elle serait jamais partie sans son fils, quoi. Jamais de la vie, mais jamais, jamais elle aurait laissé Adrien. La dernière personne à avoir vu Corinne Bale vivante, c'est Jean-Baptiste Rambla. Le jeune homme travaille pour le compagnon de la victime, Christian Chalençon. Il n'est que brièvement interrogé par la police. Les enquêteurs vont être les premiers à faire rentrer, malgré eux, l'affaire Ranucci dans cette affaire-là, dans l'affaire Bedel, en étant extrêmement, au fond, ils vont être très polis avec Jean-Baptiste Rambla. Ils vont lui demander son emploi du temps, il va donner son emploi du temps. Et ils vont pas aller chercher plus loin, alors qu'a priori, on peut se dire quand même que dès le début, ils vont se dire c'est étrange, ils vont faire une petite enquête de personnalité, ils vont voir que ce garçon a peut-être une relation assez proche avec son employeur, qu'ils vont essayer de savoir un peu plus ce qu'il a fait. En tout cas, quand l'enquête sera menée, on va s'apercevoir qu'il y a quand même un certain nombre de mystères dans l'emploi du temps de Jean-Baptiste Rambla. Mais non, ça va pas être fait. Ça ne va pas être fait, parce qu'il faut faire attention, parce que les Rambla, c'est de la nitroglycérine. On fait attention, ils ont tellement mal, ils ont eu tellement mal. Tout Marseille connaît ces gens et leur histoire. Jean-Baptiste Rambla, c'est le petit frère de Marie-Dolores.
l'unique témoin de son enlèvement en mars 1974 dans l'affaire Ranucci. Jean-Baptiste Rambla, devenu un criminel? Personne ici ne peut l'imaginer, et le compagnon de la victime encore moins qu'un autre. Jamais de la vie je l'ai soupçonné, jamais de la vie. Retour sur les 8 mois qui viennent de s'écouler. Le comportement de Jean-Baptiste Rambla apparaît comme celui d'un monstre. Il a gardé 8 mois, c'est un calculateur le gars, il pense à tout ça, il vient me demander, je vous dis, il me pose des questions, il est venu chez moi au mois de novembre, il avait tué Corinne, il est venu chez moi fin novembre pour me dire, il faut que tu me donnes une augmentation, au restaurant je ne gagnais pas assez, il me dit. La police a très vite assez d'éléments pour arrêter Jean-Baptiste Rambla. Lorsqu'il est jugé pour le meurtre de Corinne, on espère mieux comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on souhaitait, c'était, dites-nous, monsieur Rambla, dites-nous comment vous en arrivez là. Comment vous en arrivez à une telle violence. Dites-nous comment elle a souffert, dites-nous comment elle vient à votre domicile. C'est ce qu'on voulait savoir. Il a posé une question, Andrien, il a eu plus de courage que moi, puisque il a demandé pourquoi il avait fait ça, il n'a pas voulu répondre. Il ne veut pas répondre. Moi, je voulais des réponses. Je suis animé par ça. Je veux savoir ce qui est arrivé vraiment à ma mère, comment. Et ça, je ne le sais pas. Donc, comment vous voulez que moi, après, j'aille bien pour plus tard et tout, et je sais pas. C'est une frustration terrible pour les victimes. Jean-Baptiste Rambla, dès le début, ne se pose absolument pas en accusé, mais immédiatement, il se pose en victime. Toute son affaire à lui, c'est-à-dire l'affaire de sa sœur, prend le dessus. Un jeu de miroir accentué par cette unité de lieu et par les protagonistes du drame de 1974. En 2008, les mêmes sont dans le prétoire. Il y a cette présence du père, encore une fois au premier rang, c'est-à-dire qu'on pouvait tous imaginer qu'il était exactement à la même place 32 ans plus tard. Il y a la ville, il y a Aix-en-Provence, l'affaire se passe à Marseille, dans une cité de Marseille, tout ce monde-là se connaît. Corinne, quand elle était enfant, elle s'amusait avec la petite la Maria Dolores, quoi. C'était sa copine, ils allaient à l'école ensemble, ils avaient approximativement le même âge, hein. Le frère et la sœur de Corinne Bedel, ce sera rappelé à l'audience, font partie de ces gosses qui étaient dans la même école que Marie-Dolores Rambla et qui vont aller au cimetière accompagner Marie-Dolores Rambla et qui plus tard vont être assis au banc des parties civiles parce que Jean-Baptiste Rambla a tué leur sœur. Incontournable pour aborder les faits et l'examen de la personnalité du criminel, l'affaire Ranucci a été jointe au dossier d'instruction de l'affaire Rambla. Elle plane sur la salle d'audience. Le président, Jean-Pierre Deschamps, le président de la cour d'assises, va lui dire « Nous savons tous, ici, ce qui vous est arrivé. Nous connaissons l'histoire Ranucci. Nous sommes ici pour juger du meurtre de Corinne Bedel. » Il a dit « Monsieur Rambla, ici, on ne juge pas votre passé. On ne juge pas votre passé. Vous avez souffert, vous souffrez et vous souffrirez toujours. Mais on ne juge pas votre passé à vous. On juge ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tenir à distance l'affaire Ranucci, comme pour conjurer le sort et juger uniquement l'affaire Rambla. C'est toute la difficulté de ce procès qui s'achève sur un verdict de 18 ans de réclusion criminelle. Quand j'apprends que le président de la cour d'assises n'aurait pas voulu qu'on évoquât l'affaire Ranucci, mais je suis consterné, quoi, parce que la marque du crime, hein, l'empreinte du crime, qui fait que le petit Rambla, adulte, passera à l'acte dans un crime horrible, hein, mais elle remonte à son enfance quand on enlève sa sœur, quoi. Ce garçon aurait dû être aidé, accompagné, alors qu'il a été baigné dans le sang de sa sœur, quoi. Il tue qui, hein? Je veux dire qu'on ne s'est pas posé la question de savoir qui il va tuer, quoi, quand il commet son crime. Il est victime de Christian Ranucci, quelque part, lui. Et cela, on n'a pas voulu le plaider. Mais pourquoi? Retour sur l'affaire Ranucci. Le 3 juin 1974, Jean-Baptiste Rambla, 6 ans, joue avec sa sœur Marie-Dolores, 8 ans, au bas de leur immeuble à Marseille. Un homme prétendant avoir perdu son chien leur demande de l'aide. Le garçon part d'un côté, à pied,
tandis que l'inconnu s'éloigne dans une direction opposée avec la fillette, qu'il fait monter dans sa voiture. On ne reverra jamais la petite Dolores Rambla. Ma fille se joue là et voilà, il y avait un rendez-vous avec la maman et c'est tout. Hein, parce que moi, je l'avais dit à ma femme, attention, ne me laisse pas sortir les enfants parce que Jean, il n'a pas été bien dans la nuit. Et voilà, comme c'était le lundi de Pentecôte, il n'y avait personne et voilà. C'est là où j'ai interviewé M. Rambla la première fois, c'est là que j'ai interviewé Jean-Baptiste Rambla. Et c'est là qu'est né déjà le premier problème, car dans l'interview, je le dis, je le répète, je le maintiens, Jean-Baptiste Rambla parle d'une Simca grise, et non pas d'une Peugeot. Lorsqu'on trouvera un coupable au volant d'un coupé 304 Peugeot, la Simca grise dont a parlé le jeune frère de Marie-Dolores sera vite oubliée. Marseille vient de connaître une série de kidnappings et de crimes d'enfants. La ville est en émoi. Elle veut un coupable. Et vite. D'emblée, l'opinion publique se saisit du fait divers et pousse la police, pousse les journalistes que nous étions tous dans le même sens. Il faut trouver le ravisseur, il faut trouver cet individu et le mettre hors d'état de nuire le plus vite possible. Malheureusement, les événements se précipitent. La fillette a été retrouvée, tuée, lardée de coups de couteau et semble-t-il frappée au crâne avec une pierre. On va découvrir le corps à l'endroit où des témoins ont assisté à un accident avec la voiture qui se révélera être celle de Christian Ranucci. Christian Ranucci, un représentant de commerce de 20 ans, domicilié à Nice. Impliqué dans un banal accident de la route tout près du lieu où est découvert le corps de l'enfant et arrêté le lendemain dans le cadre de ce délit de fuite. C'est ce jeune homme qui devient quelques heures plus tard à peine suspect numéro 1 dans l'enlèvement et l'assassinat de la petite Marie-Dolores Rambla. Quand je le vois la première fois, c'est dans le couloir de l'hôtel de police. Pour moi, c'est un jeune homme bien habillé, bien mis, calme. Il est entre deux policiers, mais il est calme. Jamais on imaginerait qu'il est l'assassin. Bon, on a des doutes à ce moment-là, on se demande. Et après, il y a les aveux. Quelques heures après, une nuit passe d'interrogatoire, et puis le lendemain, il avoue. Un couple, les Aubert, s'apprête à délivrer une nouvelle version de l'accident dont ils ont été témoins. Eux, qui n'auraient pas au départ reconnu Ranucci et parlé d'un homme s'enfuyant avec un paquet, vont cette fois l'identifier formellement. Ils précisent même l'avoir vu tirer un enfant. Très peu de temps s'écoule entre cette déclaration et le moment où Ranucci va, comme il est écrit, libérer sa conscience. Une conférence de presse est immédiatement organisée. Il s'est trouvé que dans la matinée, nous avons pu identifier et entendre deux automobilistes, deux personnes qui venaient spécialement de Toulon, et qui ont pu apporter leur témoignage, au terme duquel il s'avérait que ces personnes avaient aperçu le mis en cause, n'est-ce pas, quitter son véhicule et s'enfuir dans les collines en traînant avec lui une fillette, n'est-ce pas. Donc ce témoignage était extrêmement important. Nous avons recueilli ce témoignage, nous avons confronté les intéressés avec le mis en cause et après 4 heures d'interrogatoire, il a finalement consenti à avouer la vérité, à savoir qu'il était bien l'auteur du meurtre de la petite fille. C'est l'assassin, il a indiqué où était le couteau, il a fait le dessin de l'enlèvement. Ces aveux obtenus très rapidement et dans des circonstances troublantes contentent les enquêteurs qui vont pouvoir boucler leur dossier. Le coupable est sous les verrous. Entre-temps, sa mère, Héloïse Maton, a été conduite chez Maître Lombard. Le célèbre avocat marseillais hésite à engager directement sa réputation dans la défense d'un assassin d'enfants et confie l'affaire à son stagiaire. Bon, Ranucci a 22 ans, j'en ai 24. Je suis en 2e année de stage. C'est sûr que je débarque dans ce métier sans en avoir l'expérience. Et alors, bon, il faut une prise de contact. Donc la première question que je lui pose, que n'importe quel avocat lui aurait posé, c'est de lui dire, bon, ben, confirmez-moi bien qu'il n'y a pas de doute et qu'il est admis, reconnu par vous, que vous êtes le meurtrier de cet enfant. Et c'est là où il a cette phrase très mystérieuse et qui me dit c'est obligatoirement moi.
Et vous sentez bien que ce obligatoirement sonne en l'occurrence comme une réserve. Et je lui dis comment obligatoirement? C'est vous ou c'est pas vous? Il me dit non, c'est obligatoirement moi parce qu'on me l'a démontré. Des témoins m'ont dit qu'il m'avait reconnu, donc je n'ai pas de souvenir de ces événements, donc c'est moi. Voilà. Christian Ranucci revient ensuite sur ses aveux et se dit innocent. Mais il est trop tard. Convaincu de sa culpabilité, la juge Di Marino mènera une instruction à charge. Madame Di Marino, c'était sa première affaire aussi, enfin de cette envergure. On la sentait humainement extrêmement ébranlée par cette affaire, on l'aurait été à moins. Elle était jeune juge d'instruction, j'étais jeune avocat. Et tout ça a été fait à la va-vite, bon, avec une presse absolument hystérique qui appelait à la peine de mort. Lorsque le procès s'ouvre, Christian Ranucci continue à clamer son innocence, alors que personne n'y croit. Ce qui ne fait que grandir la haine de l'opinion. Son troisième avocat, maître Fraticelli, aurait lui préféré plaider coupable. Les images et le calvaire vécu par les Rambla sont restés gravés dans le cœur des Marseillais. Comme l'écrira plus tard Gilles Perrault avec les parents de Marie Dolores, c'est 1 million de Marseillais qui vont se constituer partie civile lors du procès qui s'ouvre le 9 mars 1976. Quand on est arrivé au procès, on était effrayés. C'était des pancartes, des graffitis. L'hostilité de la salle, celle des jurés, n'est que renforcée par le comportement agressif de Christian Ranucci. Lui va se défendre d'une façon maladroite dont on le croyait incapable. C'est un tout autre Christian Ranucci qu'on a vu arriver dans le box. Je vous dis, très très élégant, avec cette grande croix sur le poitrail, et arrogant. Arrogant du début à la fin. Face à face, un accusé profondément antipathique et une famille ravagée par la douleur. Une famille qui, même si elle l'ignore encore, vient d'entrer dans les annales de l'histoire judiciaire du pays. J'ai vu M. Rambla, qui était un homme plein de douleur, très digne, très discret, vraiment quelqu'un qui, on peut dire, qui faisait vraiment peine à voir, quoi. C'était la douleur personnifiée, cet homme. 2 journées d'audience seulement pour reconstruire le puzzle du crime et examiner la personnalité de son auteur, que tous jugent déjà coupable. Tous, sauf Madame Maton, pour qui son fils reste bien sûr innocent. On n'a pas fait le procès de l'accusé, on a fait la démonstration qu'il était coupable avec des éléments qui, sur le moment, m'ont semblé absolument inutiles. Par exemple, pourquoi faire circuler parmi les jurés le couteau taché de sang qui avait tué cette petite victime? Pourquoi donner les photos de la victime telle qu'on l'avait trouvée? Donc tout ça apportait, je veux dire, de l'émotion et c'était très difficile à supporter. Dans cette salle d'audience, le choc des images donc, mais aussi le poids des mots. Ceux notamment de l'avocat général, Henri Viala, qui veut la peine de mort. Il a eu une phrase terrible, vous savez, qui a résonné énormément dans la cour d'assises. Il a dit « Dieu vous assiste, Ranucci, vous vous êtes placé au-delà de la pitié des hommes ». Quand vous finissez un réquisitoire là-dessus, je vous assure que ça tombe comme une masse de plomb et que ça fait son effet. Sans ces mots, sans ce réquisitoire impressionnant pour les jurés, au moment où ils se retirent pour délibérer, le procès Ranucci serait sans doute resté un procès ordinaire. Et la famille Rambla, une simple famille de victimes. Le verdict de la condamnation de Christian Ranucci à la peine capitale tombe, inéluctable et irréversible. Rien n'a pu arrêter la marche de la justice. Et là, je me souviendrai de la réaction de la foule qui était obscène. Il y a eu comme une espèce de, il n'y a pas d'autre mot, de feulement, ouais, de satisfaction. S'adressant au président de la République, Christian Ranucci clame de nouveau une dernière fois son innocence. Mais Valéry Giscard d'Estaing décide de laisser la justice poursuivre son cours. Cet ultime recours de la grâce présidentielle ayant été refusé, l'exécution se prépare. Elle aura lieu dès le lendemain, le 27 juillet 1976.
Il est 4h15 lorsqu'on vient chercher Christian Ranucci, alors âgé de 22 ans, pour l'emmener vers son supplice. Vous arrivez au stade où il est assis sur un tabouret, on le ligote, on le fait pirouter sur lui-même, il y a une porte qui s'ouvre, il se trouve dans une petite cour avec l'échafaud, les hautbois qui sont soulevés devant, il est culbuté sur une planche qui avance, on tire, je lui ai mis à ce moment-là la main sur l'épaule une dernière fois, le couperet tombe, vous sortez évidemment parce que le sang émerge de toutes parts. Vous croisez le médecin qui était le docteur Tosti, qui vient constater effectivement le décès, et puis après, tout s'enchaîne, si vous voulez, dans la tristesse, dans la désespérance. Il est évident que les magistrats apportent une responsabilité, parce qu'on ne peut pas prononcer l'irréversible dans une situation où on n'a pas de pleine certitude. Pour la famille Rambla, cette exécution est la conclusion logique de son propre drame. Donc l'affaire Ranucci, il est fini. C'était bien lui, le criminel. C'est tout. Point à la ligne. Mais l'affaire n'en reste pas là. Car 2 ans après le procès et l'exécution de Christian Ranucci, un élément nouveau apparaît. Cet élément, c'est le livre de Gilles Perrault, Le Pullover rouge. Paru en septembre 1978, cet ouvrage impose l'idée d'un innocent guillotiné. Livre culte pour les uns, ramassis de mensonges pour les autres, la polémique ouverte ne se refermera en tout cas jamais plus. Perrault est très fort, c'est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, au Château d'If, on a des milliers de visiteurs tous les ans qui viennent voir la cellule du comte de Monte Cristo. Et qu'est-ce qu'il nous a fait, Perrault? Eh bien, il a fait dans l'imaginaire des gens, il vous a reproduit exactement la même chose, on cherche le criminel au pullover rouge. J'ai adoré l'écriture, mais c'est un livre spécieux. Il a l'air de dire la vérité et il dit tout le contraire. Il ne veut pas démontrer l'innocence, il veut instiller le doute chez le lecteur. On pourra parler 10 heures ensemble, vous partirez en croyant la thèse de Perrault. L'élément le plus fort, mis en avant par Gilles Perrault, et qui donne son nom au livre, c'est ce pullover rouge, retrouvé dans la champignonnière à côté de la voiture de Ranucci. C'est en suivant sa piste, après l'avoir flairé, que les chiens policiers ont découvert le corps de la fillette, dans un talus distant d'environ 1 kilomètre. Il existe donc un lien entre le propriétaire de ce vêtement et le crime de Marie Dolores. Or, Christian Ranucci, qui a pourtant tout avoué, nie jusqu'au bout avoir détenu ce pull. L'autre élément troublant, mis en évidence par Perrault, est l'existence d'un homme portant un pullover rouge qui n'est pas Ranucci et qui a tenté d'importuner plusieurs enfants dans d'autres cités du nord de Marseille, 3 jours avant l'enlèvement de Marie Dolores. Cet homme circulant au volant d'une Simca grise a approché les enfants selon le même scénario que celui raconté par le petit Rambla, en leur demandant de l'aider à retrouver son chien. Il faut se mettre à la place de la police. Lorsque revenus au commissariat, ils font essayer le pullover rouge à Christian Ranucci, et la déception qui a dû être la leur lorsqu'ils se sont rendus compte que ce pull ne lui allait pas, lorsque le pullover rouge, dont ils ont tenté de le remettre à la mère de Christian Ranucci et qu'elle leur déclare « mais ce n'est pas mon fils, je ne sais pas ce que c'est, il n'a jamais porté ça, il déteste le rouge, il n'en a jamais eu, il n'a même pas un t-shirt rouge, c'est une couleur qu'il abhorre, il ne peut même pas la voir ». Et Christian Ranucci lui-même voyant ce pull leur disant « mais ce n'est pas à moi ». Et ce jour-là, à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un souci. Et on va choisir de bâtir un mur de pierre pour éviter que la défense le sache, car ce jour-là, les policiers se rendent bien compte que Christian Ranucci ne peut pas, et c'est impossible, être l'homme des agressions du 31 mai. Ceux qui croient à la thèse de Gilles Perrault estiment dès lors que la police a donc volontairement dissimulé des pièces majeures. À la fois les plaintes déposées contre cet agresseur, mais aussi la mention d'une Simca grise. Celle dont parle le premier jour Jean-Baptiste Rambla, et qui devient une voiture de couleur grise. Pire, à leurs yeux, un autre coupable serait resté en liberté, tandis que Ranucci était guillotiné. C'est par ce livre que le malheur de la famille Rambla est arrivé, que tout est arrivé. Ça fait déjà 4 ans que journalistes, avocats, hommes politiques se succèdent chez les Rambla. Et à partir de ce moment-là, ça va être l'engrenage. Dès le départ, le père de Marie Dolores part en croisade contre ce qu'il juge maintenant être la cause de son malheur. Ce livre qu'il ne supporte pas.
J'y allais, je prenais un livre, je le déchirais, je l'envoyais, déchirais, et en avant des livres, à moi. Un peu plus tard, il convoquera même la presse pour assister à un véritable auto-da-fé. La mise à feu de toute une pile du livre maudit, sous les yeux de la bonne mère, la Vierge à l'enfant qui domine Marseille. Ça, c'est de la saloperie. Comme ça, de la saloperie, je le fous le feu. Si vous êtes content, ça va. Si vous n'êtes pas content, je m'en fous. Pierre Rambla n'est maintenant plus seul à se battre. Son combat se politise, se radicalise autour de la question de l'abolition de la peine de mort. Ses soutiens se multiplient en 1981, à l'arrivée de la gauche au pouvoir et juste après la décision de Robert Badinter de supprimer la peine de mort. Et tout ça par la faute de Perrault, prétendent encore tous ceux qui lui reprochent d'avoir permis cette décision en faisant de Ranucci un innocent guillotiné. Personne ne s'est jamais intéressé de savoir les dommages collatéraux qu'il y a eu en 1981 à la peine de mort. Parce que Badinter, quand il monte, qu'est-ce qu'il fait? Il descend un jeune bien sous tout rapport qui vient de sortir des jupes de sa mère. Avoir fait de Ranucci un enfant de cœur revient pour les amis de Pierre Rambla à imputer à cette famille l'assassinat d'un innocent. Ils ont été crucifiés toute leur vie par une affaire qui les a dépassés. Ils ne sont coupables de rien. Ce n'est donc pas seulement avec le terrible malheur de la disparition de sa sœur qu'a vécu son petit frère Jean-Baptiste Rambla. C'est aussi avec ce second drame, le livre de Gilles Perrault. En outre, en 1982, le professeur de français de Jean-Baptiste soumet pour étude à sa classe un passage du livre. Alors mon fils, quand il a vu que sa sœur, les criminels de sa sœur, avec les flics, il pleurait comme un gosse. Il vient à moi, papa, regarde papa. Alors je suis allé comme un fou. Alors ça va provoquer une pétition des parents qui ne comprennent pas comment on a pu mettre dans un manuel de français ce texte. Il y a tellement d'autres textes sur lesquels on peut travailler sans travailler là-dessus. Et surtout contre le professeur qui, sachant qu'il a dans sa classe un petit qui s'appelle Rambla, fait étudier un texte sur la mort de Marie-Dolorès Rambla. Je veux dire, c'est incompréhensible qu'un enseignant fasse ça. En octobre 2008, lors de son procès, on s'est longuement appesanti sur cet incident qui illustre bien la douloureuse adolescence de Jean-Baptiste Rambla. Dans la salle d'audience, les observateurs se sont émus et interrogés. Peut-être que là, on est dans une des clés de compréhension de ce que vit la famille Rambla et de cette espèce d'enfermement dans laquelle elle est. On est en 82 et le père de Marie-Dolorès et de Jean-Baptiste Rambla n'est plus vu comme le père d'une enfant morte qui a vécu un drame. Il est vécu comme celui qui s'oppose le plus farouchement à l'abolition de la peine de mort. Donc il est vécu comme un espèce de fasciste et sa douleur, plus personne ne la voit. Il faut savoir qu'à l'école, il était insulté des fois par ses camarades de classe. Ton père, c'est un assassin, il a fait guillotiner un innocent, etc., etc. Je suis certain, et le commissaire Alessandra l'a dit au procès, que s'il n'y avait pas eu le pull au vert rouge de Gilles Perrault, cet enfant aurait quand même pu grandir plus tranquillement. Quel secours il a eu, ce gosse, qui porte finalement sur ses épaules, depuis le premier jour, le poids de la responsabilité. Il était là, on a enlevé sa sœur sous ses yeux. Toute sa vie, il va porter cette culpabilité. Et quand on le juge des années et des années et des années après, alors qu'on s'est posé tant de questions sur Christian Ranucci, sur lui on ne s'en pose pas, alors qu'on s'est mobilisé pour Christian Ranucci, on ne se mobilise pas pour lui. C'est quand même tout à fait paradoxal, hein. L'histoire de Jean-Baptiste Rambla est terrifiante. Je n'ai été toute ma vie que le fils de, le frère de, le témoin de, a-t-il rappelé devant ses juges. Au fardeau de sa responsabilité s'ajoute une indicible culpabilité. Jean-Baptiste Rambla va vivre non seulement le drame de n'importe quel enfant, enfin déjà un drame monstrueux d'avoir perdu sa sœur, mais en plus il va le dire, au fond, on a fait de moi le principal témoin à décharge du meurtrier de ma sœur. Et ça, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté qu'on se serve de lui en disant des choses fausses, en lui faisant dire des choses fausses pour innocenter le meurtrier de sa sœur. On n'a pas voulu comprendre qu'il était l'otage de Christian Ranucci, que Christian Ranucci habite en lui. On n'a pas voulu le comprendre. Un autre démon hante peut-être Jean-Baptiste Rambla.
Le poids de cette énigme laissée par Christian Ranucci qui n'a pu expliquer pourquoi il a préféré emmener la fillette plutôt que le petit garçon. Il va grandir et vivre avec ça, à côté de l'assiette vide de sa sœur défunte, dressée chaque jour sur la table des Rambla. De l'autre côté du miroir de l'affaire Ranucci, c'est cette dimension presque dérangeante de la vie de cette famille qui va soudain faire irruption dans le prétoire. L'affaire Ranucci est devenue quelque chose qui a fait partie de notre histoire nationale. C'est-à-dire que ce qui est troublant dans cette affaire-là, c'est que elle est pour nous totalement désincarnée. Elle est pour nous l'affaire qui va permettre finalement le combat, le dernier combat pour l'abolition de la peine de mort. Et c'est ça qu'on va se prendre en pleine figure au procès. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va s'apercevoir que tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, il y a au milieu de cette espèce de tourbillon une famille qui, depuis 32 ans, comme ça, part en vrille. Eux vivent dans Christian Ranucci a tué notre fille. Les journalistes, la presse, on a une part de responsabilité. Pendant 30 ans, on a vendu du papier, on a vendu des titres. Et tout ça sans beaucoup se préoccuper du malheur, non seulement de Madame Mathon, mais aussi de M. Rambla et de l'affaire Rambla. Pierre Rambla, lui, depuis 30 ans, subit toujours avec la même violence le choc des exploitations, diffusion et rediffusion du visage de sa fille. Et d'un coup, dans la télévision, pouf, toute la photo de ma enfant. Il prenait tous les camps de télévision. D'un coup, j'ai pris une malaise et je tombais par terre. Et cette douloureuse situation dans laquelle la victime s'estime dépossédée de son statut de victime, c'est très précisément ce que Jean-Baptiste Rambla fait revivre à la famille de Corinne Bale. Ce qu'il dira tout le long de cette affaire, c'est on m'a dépossédé de mon statut de victime. On ne nous a jamais considérés comme des victimes. Et c'est un petit peu le discours a tenu pendant toute l'instruction M. Chalençon. Il dit, mais moi c'est terrible, j'ai vécu pendant 8 mois l'enfer, sans comprendre ce qu'a pu devenir ma femme. Et partout, je n'entends parler, à travers les médias, la presse, que de l'affaire Ranucci et de ce jeune Rambla qui devrait apparaître aujourd'hui comme une victime. Cette dilution de l'affaire Rambla dans l'affaire Ranucci, Christian Chalençon la supporte moins qu'un autre. Un élément qui va ajouter au sentiment de frustration laissé par ce procès. Il juge l'affaire Rambla, il juge l'affaire Ranucci encore une fois. Et Corinne, bon, il la juge, mais bon, je crois qu'ils sont passés à côté, quoi. On a eu, à l'issue de ces 2 procès, un sentiment d'inachevé, un goût amer d'inachevé. Pour Ranucci, il n'aurait jamais dû être condamné à mort, et encore moins exécuté, bien sûr. Et pour Rambla, eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi il a tué. Et il n'a pas donné d'explication. Autre dimension troublante de cette stratégie de défense utilisée par Jean-Baptiste Rambla. Le message implicite adressé à Adrien Bel, le fils de la victime. Jean-Baptiste Rambla ne se rendait pas compte que par son histoire, il s'adressait à un jeune garçon, aujourd'hui qui a dans la douleur d'avoir perdu sa mère, en lui disant au fond, ta vie va être terrible parce qu'il y a une fatalité qui a pesé sur mes épaules et qu'il y a une fatalité qui va peser sur tes épaules. Et Adrien, il s'est dit tout de suite, est-ce que moi je vais pouvoir tuer quelqu'un alors à ce moment-là, hein, il a raison. Hein. Il faut arrêter. Il faut arrêter cette chaîne dramatique d'enfants qui va de Marie-Dolores, Ranucci, Jean-Baptiste Rambla et maintenant Adrien, le fils de Corinne Bale, et aussi Thomas, le fils de Jean-Baptiste Rambla. Pour briser la malédiction des Rambla, on a envisagé la piste judiciaire. Et si on révisait le procès Ranucci ? Car cette révision a été demandée et rejetée à 3 reprises par les avocats de Christian Ranucci. Pourtant, il est évident que les irrégularités et incohérences de l'enquête ont perverti le procès. En tout cas, le combat pour la révision continue.